donc ancien directeur de la prospective chez Michelin, qui est aujourd'hui expert indépendant en prospective, et qui est aussi co-auteur du livre, de ce même livre, donc La prospective en action. Donc je vous demande bien évidemment de les accueillir. Aujourd'hui, le thème de cette conférence traite essentiellement de la prospective sous le sujet suivant, donc futur 2050, l'expertise de la prospective et métamorphose du monde. Puisque évidemment, la prospective, c'est avant tout, ce n'est ni de la science-fiction ou encore de la prévision, ça se définit comme la production et l'usage d'approches raisonnées pour le futur. Donc, le thème éminent de cette conférence sera l'approche prévisionnelle de cet aspect-là. Donc je vous laisse introduire, je laisse évidemment les invités s'introduire eux-mêmes à travers ce PowerPoint qu'ils ont fait pour cette conférence. Donc on va commencer d'abord avec vous, Michel, si vous voulez bien. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Je suis très heureux de revenir à Grenoble après une dizaine d'années où je n'étais pas là, donc c'est sympathique de retrouver cette ville et de découvrir votre école qui est très intéressante aussi. On a eu le temps d'échanger un peu. Et merci à notre ami qui est un des auteurs du livre de venir nous accompagner dans cette présentation. Alors, il y a deux sujets très différents dans cette soirée. Il y a la prospective en action. On a voulu, à travers ce livre, expliciter comment la prospective était en train de se développer sur les territoires, dans les entreprises, et notamment Michelin, mais aussi dans les universités. Et c'est un livre qui est assez unique parce qu'on a donné la parole à des praticiens qui sont obligés de réfléchir sur le futur, mais après d'en tirer des conclusions stratégiques pour l'entreprise. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la prospective en action, parce que c'est de la prospective, mais aussi comment on utilise la prospective dans l'action. Ça permet de faire le lien avec une idée importante, c'est que la prospective, très souvent, est faite dans des think tanks dont l'objectif n'est pas obligatoirement l'action. Il faut peut-être fermer quelqu'un dans le... Il faut peut-être que vous fassiez attention de fermer vos micros, sinon on vous entend les personnes qui sont en distanciel. Donc ce livre il est très particulier parce qu'on a voulu sortir un peu de la prospective pure, puisqu'il y a des think tanks qui réfléchissent à 2100, à l'an 3000, enfin il y a plein d'horizons possibles pour la prospective, et qu'une partie de la prospective c'est de faire ce travail, d'essayer d'éclairer les grands scénarios pour le futur. Et les personnes qui le font sont parfois des personnes qui n'ont pas nécessité à les appliquer du tout. Mais là, ce qu'on a voulu, c'est donner la parole à des personnes qui sont à cheval, qui sont obligées de réfléchir à long terme, puisque ça, c'est l'essence de la prospective, mais qui aussi essayent d'en tirer des éléments pour l'action. Et ce lien entre la pensée et l'action, c'est un sujet extrêmement intéressant philosophiquement parce qu'en fait, penser sans agir, c'est un peu triste parce que si on a une pensée originale, c'est intéressant de la mettre en action et penser finalement, ça sert à justement élaborer des actions nouvelles. Et d'un autre côté, il y a aussi l'inverse, il y a l'action sans pensée. Vous pouvez très facilement agir tout au long de votre vie, être un grand homme d'action, comme on dit, ou une femme d'action, mais agir dans le système sans jamais réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes agi par le système. Vous êtes en train d'obéir au système qui vous entoure, vous n'y réfléchissez pas, vous savez, vous avez appris à faire du marketing, vous faites du marketing,
sans obligatoirement déconstruire le marketing, réfléchir à ce que c'est que le marketing. Vous appliquez le marketing, vous appliquez les mathématiques, etc. Et en fait, il y a une toute petite partie de la population qui sont les personnes qui ont le plus d'impact sur le monde, qui sont les personnes qui sont capables d'agir, de réfléchir, et réfléchir au sens profond du terme. Réfléchir, c'est pas apprendre une leçon. Réfléchir, c'est être capable de déconstruire un discours, de déconstruire une pensée, et de reconstruire quelque chose à ses côtés. C'est donc, en fait, penser, c'est au sens créatif du terme. Est-ce que je suis capable d'une pensée créative qui va transformer le monde, qui suscite de changer le monde? Et après, cette pensée, c'est extrêmement intéressant d'en faire une action. Et d'ailleurs, en faisant une action, vous vous apercevez si votre pensée est valable ou pas. Il a fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour petit à petit voir un certain nombre de pensées, de théories, et dans leur application, on s'est aperçu qu'il se passait des tas de choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Et c'est ça qui rend très intéressant ce lien entre la pensée et l'action. Et je vous invite tous, je pense que dans votre vie, ça change complètement la vie, quand on est, comme dit André Malraux disait, un vrai intellectuel, c'est quelqu'un qui pense, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui agit, et qui après, à partir de son action, réimagine sa pensée, et ainsi de suite. Ce dialogue entre la pensée et l'action fait que vous donnez une personne, en fait. Vous donnez vraiment un sujet. Les personnes qui ne font que penser sans jamais agir, en général, ça fait des gens un peu hors sol, qui ont des idées très originales, mais finalement qui n'ont pas d'application, ou qui sont même dangereuses. Et les personnes qui agissent, et qui peuvent être très efficaces d'ailleurs, mais qui ne sont pas capables de réfléchir à leur action, à ce qu'ils font ou à ce qu'on leur a appris, qui juste sont des opérateurs, vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous êtes un peu comme une machine, que votre vie est instrumentalisée, et que donc vous n'êtes pas un véritable sujet, au sens fort du terme, c'est-à-dire sujet auteur de votre propre vie, sujet qui invente votre propre vie. Et sociologiquement, quand on regarde, il y a très très peu de personnes qui sont capables de faire les deux. Il y a 90% des gens ne pensent pas ni n'agissent, ils obéissent. Quand on fait des études sociologiques, on s'aperçoit que la grande masse sont comme ça. Après, il y en a tout petit nombre, 5%, 10%, qui sont des acteurs, des actionneurs, c'est souvent les grands chefs d'entreprise, etc. Ils ne pensent pas vraiment, mais ils savent très bien jouer du système, ils connaissent très bien le système, ils connaissent comment gagner de l'argent, ils connaissent comment diriger une entreprise, ils connaissent tout le truc. Donc ils ont une réflexion limitée, mais par contre ils sont efficaces. Puis vous avez ceux qui sont des grands penseurs, mais en fait, en dehors de leur pensée, alors ils peuvent être actifs à travers les livres justement qu'ils publient, etc. Mais finalement, ils n'ont pas eu un grand impact sur le monde au niveau d'action. Puis après, vous avez un tout petit nombre de gens qui pensent, agissent. Et eux, ils sont les grands innovateurs, et leur nom reste dans le temps, en général, parce qu'ils marquent l'histoire, parce qu'ils ont eu la capacité non seulement à créer quelque chose avec leur tête, mais avec leurs pieds à mener l'humanité sur un nouveau chemin. Donc c'est pour ça que la prospective en action, c'est très intéressant, puisque on a voulu donner la parole à quelques-unes de ces personnes qui sont des acteurs et des penseurs. Alors bon, ça venait s'inscrire dans tout un travail qu'on fait avec Karine notamment, mais avec peut-être une centaine de personnes, puisque au fil du temps, ça fait 40 ans que je fais de la prospective, on a développé un réseau très important dans le monde entier qui travaille directement ou indirectement avec nous. Et donc ça a donné lieu à toute une série de livres. Et ce livre, il fait partie d'une série
qu'on avait commencé avec Karine, et qui s'appelait Futur. Le premier livre qu'on a fait dans cette série, c'est Futur au pluriel. Et évidemment, au fil du temps, on avait rencontré plein de gens, et c'est avec toutes ces personnes qu'on a fait ce nouveau livre, Prospective en Action. On ne voulait pas qu'il soit que européen, donc on a essayé de trouver des Américains, on a essayé de trouver des personnes d'Asie qui puissent venir. Et là, on voit, vous avez une liste des différentes personnes, et notamment Gaël Keinec à Michelin. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit chacun de ces personnes, c'est une journée de conférence. Et d'ailleurs, on a fait une journée de conférence à Paris, le 28 janvier, avec un certain nombre d'auteurs qui venaient, et même qui venaient de l'étranger spécialement pour cette journée. Donc ce soir, je vous présente plutôt le livre en général. Et la première question qu'il faut éclairer, surtout qu'en général la prospective est très peu connue, qui connaissait le mot prospective, qui avait entendu parler de la prospective dans cette salle avant la conférence? Ah bon, bah c'est bien, vous êtes des êtres très très avancés, parce qu'en général, personne ne connaît la prospective. Alors, la prospective, ça s'est développé dans les années 50, après la dernière guerre mondiale, quand il a fallu reconstruire les choses, et notamment en France, en Europe et aux États-Unis, la France et les États-Unis ayant été des éléments clés de la réorganisation du monde après la dernière guerre mondiale. Et la France, comme les États-Unis d'une certaine manière, enfin chacun à sa manière, devait planifier leur développement. Et on a connu pendant 30 ans une période absolument extraordinaire de développement, comme jamais l'histoire de l'humanité n'en a connu. Et la population de l'humanité a quasiment doublé pendant cette période. Et ça a donné d'ailleurs un terme en sociologie qu'on dit, c'est les 30 glorieuses. Et pendant cette période, on avait des moyens techniques comme on n'en avait jamais connu. On sortait d'une guerre qui avait été extrêmement traumatisante et qui avait questionné l'humanité, même sur le sens profond du progrès, du développement, parce que, au fond, l'humanité a été surprise par cette guerre à un moment donné où, au fond, on pensait que tout allait très bien se passer. Et par un pays, l'Allemagne, qui était un des pays, et qui est toujours d'ailleurs un des pays les plus progressistes, avec énormément d'intellectuels de grande qualité. Donc si vous voulez, le fait que ce pays bascule dans un ordre extrêmement réactionnaire, avec des valeurs qui cassaient le concept même de progrès, a surpris tout le monde. C'était un peu un impensable. Et effectivement, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Enfin, je ne rentrerai pas là-dedans, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, on se retrouve dans une situation assez comparable avec ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, quoi qu'il en soit, l'idée dans cette phase de reconstruction du monde, c'était de mieux comprendre le futur et de voir qu'est-ce qu'on voulait faire de ce futur. Alors, on a voulu pas faire un lait, on est très attaché à une diversité de points de vue. Donc, c'est pas un livre qui défend une école de prospective donnée. C'est pas un livre qui va être particulièrement rattaché à telle ou telle école de l'économie, etc. L'idée, c'était de donner la parole à des gens avec des points de vue très différents. C'est pour ça qu'on a été attaché à faire en Europe, mais aussi en Asie. On a quelqu'un qui vit en Chine, à Shanghai.
et aussi des Américains. On avait une diversité de personnes. Mais alors du coup, dans cette diversité, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui est convergent, en quoi ces personnes finalement très différentes qui vivaient sur des continents très différents, en quoi ils sont d'accord et en quoi ils sont absolument pas d'accord les uns avec les autres. Alors là, les points de convergence, c'est par exemple les mégatendances. Les mégatendances, tout le monde parlait des mégatendances. Alors les mégatendances, c'est une manière d'introduire cette idée, et on pourra en revenir avec toi là-dessus, parce que je pense que pour Michelin, ça a été très important, ces mégatendances. C'est que si vous voulez, dans la foule des informations, et vous êtes vous-même au cœur de tout ça, enfin, vous voyez la masse d'informations qui circulent, le problème de la prospective, déjà, un des premiers grands enjeux, c'est de se dire, mais au fond, dans tout ça, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va avoir vraiment un impact? Qu'est-ce qui va vraiment changer? Et par exemple, il y a des choses... La prospective, c'est bien sûr se poser les questions de qu'est-ce qui va changer, mais c'est aussi se poser les questions de ce qui ne change pas, ce qui va peu changer. Alors par exemple, je vous pose la question, qu'est-ce qui, à votre avis, change assez peu? Le taux de changement, par exemple, de cette chose, c'est à peu près de 1%. Donc c'est intriguant parce que vous voyez bien que, par exemple, l'intelligence artificielle, ça change tous les mois. Mais il y a des choses, finalement, qui ne changent, qui changent très peu. Alors, par exemple, qu'est-ce qui change très peu? C'est d'ailleurs, pourquoi ça change très peu, c'est que je peux vous mettre sur la piste en vous disant c'est fait avec des pierres. Ben, c'est l'architecture, par exemple. Si vous voulez, si vous prenez Paris, l'architecture à Paris change, mais il change à une échelle de 1%. Et on a encore des bâtiments à Paris qui datent d'un siècle, vous voyez. Et si on prend Lyon, si vous revenez dans Lyon dans 50 ans, ben vous aurez tout de même encore une énorme partie de Lyon qui sera similaire. Donc c'est un exemple de ce qui change assez peu. Mais comme nous, on s'intéresse en prospective au changement, c'est très important de voir les choses qui ne changent pas, mais aussi de voir les choses qui changent. Et ces choses qui changent et qui sont hyper importantes, c'est ce qu'on a appelé les mégatendances. Et au fond, les grands groupes ou les États-nations qui utilisent la prospective, la première chose qui se pose comme question, c'est mettons-nous d'accord sur les mégatendances, et à partir de ces mégatendances, on va pouvoir décider politiquement qu'est-ce qu'on fait. Alors je vais vous donner un exemple extraordinaire. Donc ça, je pense que tout le monde entend parler de cette mégatendance. Et en même temps, elle est au cœur d'un débat planétaire aujourd'hui. Alors, quelle est la mégatendance qui vous semble une des mégatendances les plus structurelles, les plus importantes pour le futur de l'humanité, et qui aujourd'hui donne lieu à un débat absolument considérable? Le réchauffement climatique, les autres. Voilà. Bravo, donc je le dis plus fort pour le micro, pour le réchauffement climatique. Alors le réchauffement climatique, si vous voulez, je suis au ministère de la Recherche en train de travailler sur le futur de la planète, déjà à la demande du président de la République de l'époque. Je pense que vous étiez même pas né, c'était en 85. Et au ministère de la Recherche, on avait déjà les chiffres du réchauffement climatique actuel. Alors c'était absolument pas diffusé, personne ne le savait, mais on les avait déjà. Et simplement, bon, on se disait, bon, peut-être ça va. Enfin, ça n'avait pas. Et moi d'ailleurs, ça a été tellement fort que ça a été un élément clé dans ma vie, puisque durant toute ma vie, un de mes rôles en tant que prospectiviste, c'était de jouer ce rôle de lanceur d'alerte et de dire
attention, à cette méga-tendance. Et vous avez vu comment cette méga-tendance, alors là on est devant un phénomène absolument incroyable, comment l'administration Trump est en train d'effacer même l'information scientifique sur ce sujet. Alors là, on ne peut pas avoir un plus grand exemple de ce qu'est une méga-tendance, et aussi de la manière dont une méga-tendance amène, suivant qu'on la considère ou pas, à une politique complètement différente. Vous voyez bien que si on considère que la méga-tendance, le réchauffement climatique, est effectivement quelque chose de structurel pour le futur de l'humanité, vous arrivez à une politique complètement différente que si vous considérez que comme Trump essaie de le faire croire, qu'elle n'a pas lieu. Et vous voyez d'ailleurs à travers cet exemple tous les enjeux de la prospective, parce que au fond, la manière dont on se rend compte le futur structure votre action quotidienne, en fait. Même vous, vous avez toujours fait de la prospective. Vos parents font de la prospective. Même les gens qui ne connaissent même pas le mot de prospective, ils font de la prospective. Parce que vous ne pouvez pas poser une action. Par exemple, en venant dans cette école, vous avez fait, sans même vous le savoir, ou vos parents, vous les envoyant ici, ils ont fait de la prospective en disant, bon, bah, par exemple, le commerce, le développement du commerce va être un élément clé de notre civilisation future, et donc il faut que nos jeunes connaissent le commerce. Voilà, c'est la perspective. Il y a des civilisations, j'imagine que vous savez ça, il y a eu des civilisations. Est-ce qu'il y avait des écoles de commerce? Enfin, je pense qu'il y avait du commerce pendant l'Empire romain, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait des écoles de commerce, ni que le commerce avait pris cette importance dans d'autres civilisations. Ou c'était un autre type de commerce, ou c'était pas un commerce de cette importance. D'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'on parle de ça, les cursus que vous suivez et l'ensemble des écoles de commerce sont tous plus ou moins nés d'un programme qui a été lancé dans une ville qui reste un peu la référence dans le domaine du business, c'est Boston, avec la Harvard Business School, qui a modélisé, à la demande des protestants, parce qu'il y avait tout aussi la philosophie protestante autour des talents, etc., et comment mieux gérer ses affaires. Et effectivement, notre civilisation est extraordinairement structurée autour des affaires, ce qui fait que les business schools se sont développés dans le monde entier. Donc chacun d'entre nous, on pense le futur d'une manière ou d'une autre, soit que on le reçoive de son milieu et on sait, on se dit, ben voilà, le futur, ça sera comme ça. Et du coup, on se met à agir dans ce contexte du futur qu'on a dans la tête. Et il n'y a peut-être rien de plus puissant, et on le voit avec cette histoire actuelle par rapport au climat, il n'y a rien de plus puissant que de coloniser le futur. C'est-à-dire, au fond, dans l'histoire de l'humanité, c'est les personnes qui avaient élaboré un futur convaincant qui ont pris le pouvoir, très souvent. Et par exemple, dans les éléments clés du totalitarisme, il y a cette capacité, il y a cette nécessité d'effacer le futur, de raconter le futur de manière. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la prospective? Et pourquoi la prospective est tellement importante aujourd'hui? C'est parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, l'humanité tout entière, du fait qu'on est 8 milliards, on a de quoi détruire la planète plus de 100 fois, l'humanité tout entière, de manière métaphorique, tient la planète Terre dans sa main. L'humanité a la capacité de détruire cette planète. Les lions n'ont pas cette capacité. On a tous peur des lions, les pauvres lions, ils sont très fragiles. Même les requins, enfin, les plus grands prédateurs de la planète, c'est sans aucune comparaison les êtres humains.
Et les êtres humains, en l'espace d'un siècle, et notamment grâce au pétrole, ont développé une puissance, une capacité. Et pas que le pétrole, il y a la bombe atomique. L'énergie atomique a totalement modifié les choses, puisque ça donnait à la possibilité le fait d'anéantir l'ensemble de la planète. Et que non seulement on l'a développé, mais qu'on l'a développé plus de 100 fois. Ce qui est un peu absurde, parce qu'une aurait suffi. Et en plus, avec des milliards. Et inversement, et ça je vous invite vraiment à considérer cela aujourd'hui, si l'homme était, si les êtres humains se mettaient ensemble, discutaient ensemble, collaboraient, on pourrait transformer cette planète en un paradis. On en a les moyens technologiques. On a absolument tous les moyens pour nourrir tout le monde, faire de cette planète un endroit extraordinaire. Et d'ailleurs, l'un va avec l'autre, parce que puisqu'on a la capacité de la détruire, on a la capacité de la transformer, positivement aussi, heureusement. Donc, si vous voulez, la prospective, pourquoi elle est vitale aujourd'hui? C'est qu'avant, c'était une chose nice to have. C'était, réfléchissons au futur. Ça n'avait pas beaucoup d'impact. Parce que de toute façon, l'humanité, il n'y a que, tout simplement, en 1850, on était 1 milliard. On n'était pas 8 milliards. En 1850, on n'avait pas encore de train, où les premiers trains apparaissaient. En 1850, la famine était endémique. Pourquoi elle est endémique? Parce que de toute façon, on ne pouvait pas transporter massivement de la nourriture. Donc, quand il y avait une mauvaise moisson à l'endroit, les gens mouraient, parce qu'on ne pouvait pas transporter. Et c'est le train et c'est l'énergie qui ont absolument tout changé. Donc tout ça pour dire, et je vais te passer la parole après cette introduction qui est déjà peut-être trop longue. Bon, vous avez pas vu qu'on était on adorait parler. Donc je vous invite à lire ce livre, je vous invite à vous intéresser à la prospective, parce que la prospective peut redonner sens à votre vie. C'est par la prospective que vous pouvez vous emparer des grands problèmes de la planète. Et vous allez être les acteurs d'un moment extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. On dit que l'homme c'est 3 millions, 1 million d'années, enfin il y a 3 millions d'années d'évolution de plus ou moins d'hommes similaires à nous. Et là, aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, va se jouer le futur de l'humanité. C'est comme dans un film, vous savez, sur Netflix, vous apercevez au cours du film que le monde dépend de vous. Enfin, c'est un peu le ressort des James Bond. Mais moi, j'ai vécu ma vie comme James Bond. C'est-à-dire qu'au mesure que j'avançais dans ma vie, je m'apercevais que j'étais né à un moment incroyable et que, du fait de mes connaissances, il fallait que je sauve le monde. Bon, alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'a pas, manifestement, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais peut-être que vous auriez plus de chance. Voilà. Alors, un grand acteur du monde de demain, c'est Michelin. Donc, voilà une bonne manière. Est-ce que Michelin va changer le monde? Michelin, c'est pas sûr, mais Mouvina, probablement. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais, alors, comment ça se passe? Là, je vais expliquer. C'est enchaîné. D'accord. Ouais, alors, bon. Pourquoi pratiquer la prospective en entreprise? Ah oui, déjà. Donc, qui suis-je? Gaël Keynet. Non, mais c'est bon, c'est bon. Alors, vous allez voir, justement, vous allez voir qu'il y a un continuum, hein, comme il l'a bien expliqué, entre les hommes de pensée et les hommes d'action. Et donc, on n'est pas exactement positionné pareil sur ce continuum, mais on est toujours, si vous voulez, on est toujours l'intellectuel de quelqu'un et l'agissant d'un autre. Hein. C'est-à-dire que quand, par rapport à Michel, qui nous a élevé déjà très très loin et profondément dans la philosophie, je suis un homme d'action et de terrain. Dans une multinationale, je suis l'intello éthéré, voilà. Et par rapport à d'autres qui sont, eux, des soldats au front, etc. On trouve toujours meilleur que soi dans les deux domaines. Bref, donc aujourd'hui, mon job consiste à être expert, consultant en prospective, marketing stratégique
et développement durable, parce que j'ai beaucoup développé, mais non probabilisé, parce que si on les probabilise, ce qui est la question qu'on nous pose tout le temps, on vous montre 4 scénarios, tout de suite, le patron vous dit, bon, mais c'est lequel le plus probable? Alors, on est souvent obligé de répondre, sincèrement. Mais quand on répond, on ne fait que projeter ses propres biais. La probabilité n'est faite que sur ses propres biais, puisque, par définition, on ne sait pas ce qui va se passer. Et un autre principe très très important, et justement qui distingue de la pensée des consultants, c'est la non-linéarité. Le futur n'est pas linéaire. Ça, vous pouvez c'est rarissime que le futur soit linéaire. C'est d'ailleurs très spectaculaire, vous verrez, vous en ferez toute votre carrière, des courbes magnifiques de vente, par exemple, où vous avez le passé qui est comme ça, et puis vous avez un point, aujourd'hui, puis après c'est une ligne. Voilà. Et c'est une ligne qui, en fait, est une sorte de moyenne, de médiane, du nuage précédent. Mais en fait, curieusement, et ça c'est curieusement, mentalement, on a vécu un passé non linéaire et on projette un futur linéaire. Allez savoir pourquoi, mais sans doute ça nous aide à ne pas paniquer. Mais en fait, c'est bien sûr totalement faux, et donc la prospective rappelle ça. C'est une pensée systémique, et c'est systémique au sens, pour le coup, mathématique du terme, c'est-à-dire que ce sont des variables qui interagissent entre elles, etc. Donc c'est très très compliqué de décider et d'être précis dans ces conditions. C'est pour ça que le prospectiviste, il aide à la décision, mais il décide pas. Et c'est une, je l'ai dit, d'intelligence collective et de liberté de penser. Oui, c'est très très important, parce que si en plus de vos biais, vous mettez des contraintes à votre pensée, alors là, il y a très 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 peu de chances que vous détectiez l'avenir. Donc le prospectiviste ose tout imaginer, ose tout dire, ose tout penser. Pas de walk en prospective. Et c'est très important, parce que des fois j'ai eu des stagiaires qui disaient « Ah non, mais vous ne pouvez pas dire des choses comme ça ». Et ce cas est le cas que je dirais réel. La 2e ou 3e fois, je dis « Écoute, on va arrêter le stage, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir quelqu'un dans une équipe prospective qui dit « On ne peut pas dire ça ». Parce que pourquoi on ne pourrait pas le dire? Pourquoi on ne pourrait pas le penser? Si malheureusement, et le malheureusement, c'est à la limite lui ou elle qui le met, mais en tout cas, un prospectiviste doit tout envisager. Donc on lui a dit non, tu es faite pour un autre métier, mais pas pour la prospective. Et donc on l'a réorienté. Et on a en France la chance d'avoir eu un père fondateur, Gaston Berger, un homme absolument remarquable, qui a créé la prospective française, pour simplifier, au travail du commissariat au plan, auquel on lui doit énormément de choses, le nucléaire, les Airbus, etc. Et j'aime beaucoup, notamment sa 2e citation, « Le rêve est le contraire du projet, car il détourne de l'action au lieu de l'amorcer. » Voilà. Et la mission d'un prospectiviste, c'est bien d'amorcer l'action. C'est pas de la faire, c'est pas son métier, mais c'est de l'amorcer, de la questionner, alors que dans la science-fiction, on est plutôt dans le rêve. Bon, voilà un rappel un peu sur la discipline. Alors, quand on est en entreprise, et ce que je montre là, bon, c'est effectivement tel que je l'ai pratiqué, mais j'ai lu très attentivement, bien sûr, les chapitres de mes confrères, puisqu'il y a quand même 17 auteurs dans ce bouquin, passionnant. Et sincèrement, comme l'a montré Michel d'ailleurs, c'est quand même un peu toujours, avec bien sûr des nuances, mais c'est quand même toujours un petit peu le même schéma. C'est-à-dire qu'en entreprise, en particulier, en gros, vous divisez votre temps en deux. Une moitié du temps, vous faites en intelligence collective, vous co-construisez une vision. Vous allez dire, voilà les futurs possibles. Et donc là, vous écoutez, c'est une écoute très active, vous interagissez avec plein de monde. J'ai mis quelques sources, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a d'ailleurs énormément de contenu gratuit, d'ailleurs, ça c'est une des chances du métier. Il y a beaucoup d'open source, le futur est pour beaucoup de gens un commun, donc on trouve beaucoup de choses. On les malaxe, on interviewe des gens. La plupart des gens, quand on les interviewe intelligemment, gentiment, ils adorent répondre. Donc c'est pas très difficile d'avoir des interviews d'experts, mais ça demande un peu d'organisation. Et au bout d'un moment, on a, par des techniques, une synthèse. Mais une fois qu'on a fait ça, le prospectiviste d'entreprise, il n'a fait que la moitié de son travail.
Alors que d'autres, par contre, qui vont faire uniquement ça, mais justement, sont les sources. Donc, il y a un continuum. Parce que l'autre moitié, c'est rendre utile ça, cette vision du futur, c'est la rendre utile à l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'on fait, les gars? So what, etc. Il y a plusieurs. Voilà. Voilà, il y a ces futurs possibles. Est-ce que vous êtes prêts à ces futurs possibles? Est-ce que ces futurs possibles vous ouvrent des opportunités, etc. C'est ce qu'on va voir après. Donc, une moitié du temps, on co-construit une vision. Souvent, les gens ne pensent, imaginent le métier sur cette moitié-là. Mais en réalité, en entreprise, et je pense aussi dans beaucoup de prospectives, notamment territoriales, ils ont fait une très bonne, d'ailleurs, c'est un des chapitres en Isère, c'est la même chose, c'est rendre utile cette vision. Et donc là, ce sont d'autres muscles qu'on développe, le muscle de l'intelligence collective, le muscle de la participation, le muscle de l'influence. Ce n'est pas exactement les mêmes muscles, donc on a souvent des gens assez ambidextres, assez généralistes pour faire ces deux choses un petit peu différentes. Et alors, la chance qu'on a, c'est que, contrairement parfois à une idée qu'on peut reçue, en tout cas dans les entreprises, ça n'a rien de magique. Souvent, je commençais mes exposés en disant « Je vais vous décevoir, je n'ai aucun talent parapsychologique. Je n'ai que de la méthode. » Et cette méthode, elle existe. Il y a des écoles de prospective, il y a des chaires de prospective, il y a beaucoup de gens quand même ont réfléchi sur le futur. Michel fait partie, et Karine aussi, de ces théoriciens. Donc il y a énormément, on s'appuie sur un corpus, heureusement, et on utilise des outils. Là, les outils que je montre sont des outils de synthèse, en fait, mais il y a énormément d'outils. Et donc, heureusement, on n'est pas seul, intellectuellement parlant, pour construire cette vision. Et puis, ensuite, pour la rendre utile à l'organisation, on développe des outils. Alors les deux grands outils classiques, il en a parlé, ce sont les tendances et les scénarios. Donc un prospectiviste, de manière générale, en général, ce qu'il produit, c'est des tendances, alors méga ou micro, et des scénarios. Alors la différence entre une tendance et un scénario, c'est assez simple, c'est un peu comme entre un ingrédient et un plat. Vous prenez des œufs, de la farine, etc., vous pouvez faire différents plats. Là, c'est pareil, là on a les mêmes tendances, donc là les tendances vous ne pouvez pas lire, mais il y a réchauffement climatique, IA, tension géopolitique, etc. Là c'est le radar de Michelin, il y en a 50, mais bon, il y a plein de radars sur Internet, c'est souvent les mêmes, hein. Enfin on regarde les différences, mais elles sont souvent marginales en fait, elles peuvent être de sémantique ou bien des différences de découpage, mais on observe les mêmes choses, et donc vous avez différents ingrédients, et ils vont se combiner de manière différente, et se proportionner, je ne sais pas si c'est très français, de manière différente, comme en cuisine. Et ils vont donner des plats, par contre, très différents pour le coup. C'est ça qu'on appelle les scénarios. Et en termes de... Donc ça va être, on va dire un petit peu les formats, des tendances des scénarios. Et en termes de qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise, vous pouvez retenir l'acronyme que j'utilise beaucoup, qui est l'acronyme CORE, comme un corps. Ça va donner corps à la stratégie de l'entreprise. Je pensais là, mais je reviens, pardon. Donc ça produit 5 types d'outputs. Ça produit des changements. Ça va dire à l'entreprise, bon ben là, vous faites d'une certaine manière, et ça va être différent. C'est pas intrinsèquement ni une opportunité ni un risque, c'est juste différent. Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, que vous faites très très différemment de vos prédécesseurs il y a juste 3 ans dans cette salle? Voilà, voilà. C'est juste différent. Est-ce que c'est une opportunité? Ça dépend ce que vous en faites. Est-ce que c'est un risque? Ça dépend ce que vous en faites. Mais c'est de toute façon un changement. Donc de temps en temps, la prospective, elle dit, bon, là il y a un changement. Puis des fois, elle va dire, parce que justement c'est la prospective d'entreprise, elle connaît les forces de l'entreprise, elle va dire, là il y a une opportunité. Voilà. Probablement qu'une entreprise de tech, elle va dire, ah, là, l'IA génératif, pour nous c'est une opportunité. Donc pour la plupart des autres, c'est juste un changement, pour nous c'est une opportunité. Ou bien ça peut être un risque. C'est la contraposée. Compte tenu de la situation de cette entreprise, ce changement-là amène un risque. Ça, c'est la troisième catégorie. Puis il y en a 2 autres qui sont plus des utilisations des 3 précédentes. Et en fait, de tout ça, un patron va déduire
souvent deux choses, et vous verrez sur le slide prochain que vraiment, comme Michel l'a dit, c'est une discipline de leader, c'est une discipline de décideur, et le prospectivisme aide à la décision, donc aide les décideurs par définition, et bien ça aide à construire une position, absolument pas péjorative, qui sont beaucoup plus dans l'instant. C'est très important d'ailleurs d'échapper aux clichés associés aux fonctions. D'ailleurs, vous aurez beaucoup de fonctions, et donc vous serez de temps en temps le gros bourrin qui est au front, et de temps en temps le stratège qui réfléchit, vous serez la même personne quand même. Et je disais souvent à mes équipes, vous savez, moi j'ai été vendeur, et maintenant je suis directeur de la prospective. Et de la même façon que ça vous insupporte quand un vendeur vous traite de professeur nimbus alors que vous êtes en train de vendre votre maison et votre voiture de manière très concrète, ne tombez pas dans le cliché symétrique en traitant de gros bourrin quelqu'un qui n'a juste pas le temps de lire les 200 pages d'études prospectives, parce que c'est rarement des trucs qui se lisent très vite, hein. C'est quand même souvent assez profond. Donc, je peux vous dire, quand vous avez fait une journée de vente, une journée à cracher du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, ou à diriger des ouvriers en usine, vous n'avez pas complètement l'énergie le soir pour vous taper, excusez-moi si je suis un petit peu familier, pour vous taper les 200 pages du dernier institut, qui mériterait, mais vous êtes juste rincé, vous pouvez pas. Donc c'est pas que... Et par contre, et je disais souvent à mes équipes, nous avons le temps, on est payé pour ça. On a une opportunité extraordinaire. On nous paye pour faire... moi j'aurais adoré lire tout ça, mais j'avais pas le temps. Et donc votre responsabilité est de le rendre digeste aux gens qui sont au front, leur expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ils se battent, etc. C'est ça le rendre utile à l'entreprise. C'est ça le chaînage sur lequel Michel a tant insisté entre la prospective et l'action. Et je pense que c'est fini. Voilà, ensuite c'est le résumé du bouquin. Donc en termes d'entreprise, donc effectivement il y a Michelin. Oui, alors quand j'ai écrit ça, j'étais encore directeur de la prospective de chez Michelin. Il y a également Bouygues, Cartier, Decathlon et le Pines, qui n'est pas tout à fait une entreprise, mais qui ressemble dans ses modes de fonctionnement. Ce que je peux aussi dire, c'est que cet ouvrage, je l'ai résumé dans un site dont je vous recommande la lecture, enfin la consultation, qui est très très bien. Ça peut, je vous disais, un commun, qui est fait en l'occurrence par le prospectiviste de l'armée suisse, qui est un passionné par son métier. Voilà, du coup, il m'a demandé de le résumer, donc j'ai résumé. Mais je vous conseille plutôt la lecture complète de l'ouvrage qui la mérite. Voilà, je pense. Ah ben non, si, c'est que je m'étais trompé dans l'ordre des slides. Tout ça, c'est bien, j'avais mis ce slide. Excusez-moi pour ça. Bon ben voilà, du coup je l'ai fait a cappella. Ah non, en disant que oui, dans les chapitres du bouquin, Virginie de Bouygues, elle insiste plus sur la dimension changement. Audrey de Decathlon, elle a énormément travaillé la dimension opportunité. Et vous savez à quel point Decathlon est un market transformer, ça vient de réflexion prospective et collective. Finalement, ce qui est assez remarquable dans cet ouvrage, c'est qu'on parle assez peu de risques. En tout cas, les prospectivistes d'entreprise dans cet ouvrage-là parlent assez peu de risques, alors qu'en fait, ils en font malheureusement, parce que le futur, ce n'est pas que des opportunités, malheureusement, ce sont aussi des risques. Michelin, oui, j'y parle beaucoup de ce qu'on a fait pour exprimer notre position, et notamment, on a eu un rôle clé à la prospective dans la réorientation de Michelin vers le développement durable, qui est passé d'une approche un petit peu défensive à une approche beaucoup plus offensive. Et puis le sens, on a eu un témoignage tout à fait remarquable et original de Cartier, qui travaille sur l'héritage d'une marque, vous voyez, ça ne fait pas très futuriste, mais qui arrive par des techniques à faire un pont entre cet héritage extrêmement précieux de la marque et le futur, et essaie de voir les éléments de force qui viennent de cet héritage pour la compréhension du futur. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques, des commentaires, vous avez le droit, je vous ai dit en prospective, on se dit tout, hein, donc vous avez le droit de dire que c'est complètement faux. Oui. Je me demande, l'une des premières choses qu'on apprend en école de commerce, c'est qu'on vit dans un futur qui est régi par le modèle VUCA, donc vulnérabilité, uncertainty. Alors je ne sais pas si les gens en ligne l'entendent, mais ça je vous laisse gérer. Peut-être un peu lui passer un micro. Oui. Ok, continuez. Complexity. Donc voilà, donc il nous dit qu'en école de commerce, on apprend que le monde est VUCA. Ouais, c'est ça. Et je me demandais
demandé si la prospective, dans ce monde-là, en tout cas dans ce futur-là, dans cet avenir-là, elle était vraiment utile dans le sens, est-ce que l'adaptation, elle se fait pas au fur et à mesure sur le temps? Alors voilà, ça c'est une des grandes théories, on va dire, de l'angle. Finalement, il y a plusieurs objections à la prospective. Et celle-là est une des plus répandues. Et c'est la théorie de l'hyperagilité. C'est-à-dire, en fait, c'est imprévisible, nous sommes dans le chaos, donc à quoi sert-il de prévoir ce qui est imprévisible? Alors, tout n'est pas faux dans cette idée. Alors souvent, elle se nourrit d'affirmations du style « personne n'avait prévu telle chose et alors que ça s'est passé ». Alors ça, une petite règle, quand vous entendez « personne n'avait prévu que », remplacez personne par « je ». C'est pas personne en fait, c'est lui ou elle. Moi, j'avais pas prévu que, mais en général, justement dans la masse des prospectivistes, il y a des gens qui l'avaient du moins envisagé. Alors, première chose. Donc effectivement, le monde VUCA, donc c'est un acronyme, je crois, de l'armée américaine, je crois. Donc effectivement, le monde devient un peu plus volatile, incertain. Moi, j'ai plusieurs réponses à ça, et ça pourrait être long. Alors, d'abord, je pense pas que le monde soit particulièrement VUCA sur une échelle historique. Je pense qu'on a cru pendant 30 ans qu'il était devenu stable. C'est plutôt l'illusion d'optique, je la mettrais plutôt sur les 30 ans que sur la soudaine imprévisibilité du monde. Donc en fait, c'est plutôt un retour à la normale. Au moment où on ferme une parenthèse anormale, une stabilité anormale. Premier point. Deuxième point, on a plein d'exemples pour montrer que c'est à la fois vrai et faux. Mais si vous envisagez un futur, le seul fait de l'avoir envisagé fait que quand il se produit, vous êtes beaucoup plus réactif. Donc oui, vous êtes dans l'agilité. Et effectivement, la prospective n'amène pas toujours une décision immédiate, mais par contre, elle prépare énormément une réaction. Alors, moi, j'ai l'exemple très concret de la guerre en Ukraine. Parce que oui, il y a eu quelques événements récemment qui ont tué une autre objection, que vous n'avez pas donnée, qui est l'objection, de toute façon, le futur est écrit, je sais très bien ce que vous allez me dire. Bon, celle-là, je l'avais au début, quand j'ai commencé la prospective, c'était en 2016. Après un Covid plus Ukraine, celle-là, elle a quand même un petit peu disparu. Mais elle peut revenir. Elle peut revenir. Oh, ben, finalement, c'est bon, là, il y a eu un moment un peu tourmenté, mais on va repartir sur du linéaire. Donc ça, c'est également une objection assez facile à démonter au regard de l'histoire. Bref, mais là, c'est une autre. C'est l'inverse. C'est tellement imprévisible que de toute façon, il ne sait rien de prévoir. Ben, par exemple, la guerre en Ukraine, là, pour le coup, alors c'était, alors voilà, certains disent c'est un signe noir. Vous avez sans doute entendu parler du signe noir, l'événement impensé, inimaginable, etc. Franchement, il suffit d'écouter le discours à Munich de Poutine, parce que le gars, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il a quand même prévenu, quoi. Il a dit je vais le faire, et il l'a fait. Il l'avait d'ailleurs fait, il avait commencé en 2014, etc. Donc il a juste fait ce qu'il a dit. Donc dire que c'est un signe noir, c'est totalement absurde. Premier point. Et donc, du coup, il ne fallait pas être un génie de la prospective pour le mettre dans ces scénarios. Ça aurait même été un peu grave de mettre dans des scénarios, de ne pas mettre dans des scénarios géopolitiques des scénarios de guerre venant de là-bas. Après, vous voyez, la notion de précision. Donc nous, on avait fait des scénarios chez Michelin, on avait dit Mad Russia, je me rappelle. Voilà. Alors on ne savait pas trop si c'était la Biélorussie. Enfin, sincèrement, moi j'avais dit Biélorussie, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, la Biélorussie, il y a un gars aussi qui n'est pas complètement contrôlable, et qui avait fait, juste avant l'invasion de l'Ukraine, 2-3 trucs un peu originaux. Il avait notamment détourné un avion pour kidnapper un opposant politique, ce qui est quand même assez rare. Et donc, bref, on avait dit, bon, c'est la Biélorussie, mais peu importe. Vous voyez, c'est là où... on aurait pu dire c'est l'Afghanistan, non, on a dit, là, la Russie, là, il y a quand même un terrain. Il avait attaqué la Géorgie, enfin, il y avait quand même plein d'endroits où on disait, il y a un ferment d'instabilité. Donc, on l'avait mis dans des scénarios. On avait dit à Michelin, qui avait certains intérêts en Russie, faites gaffe, parce que vous pouvez perdre ces intérêts en Russie. Michelin n'a pas tenu compte de cette décision, et sincèrement, à leur place, je ne l'aurais pas fait, parce que c'était trop incertain. Je ne leur avais pas dit où, quand, comment. Donc, on pourrait dire, bon là, la prospective va servir à rien. Oui, ça c'est acte 1. Acte 2, il y a la guerre. Sur le lendemain, ben, je suis au COMEX, on me dit qu'est-ce qui se passe, Gaël? Qu'est-ce qu'on fait?
Et là, heureusement que j'avais fait le scénario avant. Parce que, du coup, on a été beaucoup plus réactif. Et il est généralement considéré que vous gagnez une phase de sidération de 3 semaines, du simple fait de l'avoir imaginé. Donc voilà, rien que ça, déjà, ça justifie la prospective, parce que l'agilité, c'est sympa, sauf que l'agilité, en principe, elle commence par une phase de sidération. Des gens, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, il n'a pas attaqué, mais ça va s'arrêter, mais si... Ben non, là, vous avez travaillé des scénarios, et vous dites, non, là, je pense qu'on va plutôt vers là. Mais on avait également, typiquement, alors là, il y a eu un délai, on avait dit, mais attention, dans ce scénario, il est très probable que ça se termine par un réarmement de l'Europe. Ça a pris un peu de temps, mais c'est quand même ce qui est en train de se passer. Donc on avait dit à notre employeur, qui l'a fait, pour le coup, développer le business du militaire, parce qu'il y a beaucoup d'armes sur pied. Voilà. Donc voilà, de dire, ben voilà, attention. Là, vous avez, et c'est malheureux, c'est pour ça qu'il faut tout oser dire. C'est pas, moi, j'ai pas spécialement de sympathie pour Poutine, mais je dis, attention, il y a peut-être une opportunité aussi. Il va y avoir des armes pour se défendre qui auront besoin de pneus. Et ça, pour le coup, c'est en train de devenir vrai. Donc, voilà des exemples, et j'en ai 500 d'autres, qui montrent que la théorie de l'hyperadaptation, elle est très conceptuelle. Elle est très conceptuelle, parce qu'en fait, et puis, alors, des fois, vous avez des délais techniques. S'il faut 30 ans pour faire 30 ans pour faire, peut-être pas 30 ans, mais 15 ans pour faire une usine nucléaire, bah, ça appelle un peu de prospective. Parce que... Ok, d'autres questions? Oui, je vous cache. Oui. Là, tu as très bien traité le côté risque et comment la prospective peut permettre d'éviter un risque dans un monde effectivement très incertain. Mais il y a aussi dans la prospective, l'intérêt de la prospective, comme tu en as parlé, saisir une opportunité. Et l'argument que vous avez évoqué est très juste, c'est très général dans les entreprises, où ces 20 dernières années, cette dimension de réactivité a été énormément développée, etc. Le grand problème de la réactivité pure, il y a cette dimension de ne pas réagir assez vite à un risque, en sachant que Harvard avait fait une très belle étude qui montre que 90% des entreprises disparaissent parce que tout simplement il leur arrive quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Donc c'est aussi une manière de répondre à cette dimension. Mais il y a aussi l'opportunité. Parce que la plupart des entreprises, et ça ça m'a vraiment étonné quand j'étais jeune, je faisais justement du marketing et de la stratégie, c'est à quel point tout le monde est dans une logique mimétique. C'est-à-dire, Levi's a fait ça, donc nous, on fait des jeans, on fait pareil. Tout le monde se copie mutuellement, fait du benchmark et se copie, etc. Parce que c'est rassurant. Or, en fait, quand vous regardez les plus grandes réussites, surtout de la deuxième partie du siècle, c'est tous des personnes qui ont fait des ruptures. Moi, mon premier client, ça a été Apple. Après, j'ai suivi toute ma vie Apple. Apple n'a pas arrêté de faire des ruptures, ne serait-ce que le nom. Dans l'informatique, ils avaient des noms techniques. Apple, c'était complètement ridicule. C'était décalé. Et après, ils n'ont pas arrêté de faire des ruptures. Et pourquoi Steve Jobs a fait ça? Et c'était très lié à la personnalité de Steve Jobs. D'ailleurs, depuis qu'il a disparu, il y a beaucoup moins de ruptures, même si c'est devenu une des plus grandes capitalisations de la planète, sur le chemin qu'il avait créé. Parce que chez Steve Jobs, il y avait une capacité à anticiper des chemins que les autres ne voyaient pas. Et dans la plupart des entreprises, leur cône de décision, il est tout petit, il est très mimétique, ils sont tous en train de penser la même chose au même moment, et leur stratégie se ressemble, et donc il y a très peu de chances pour qu'ils arrivent à se différencier et à vraiment créer de la valeur. Quand vous faites de la prospective, ça élargit votre cône de décision, c'est-à-dire la manière dont vous envisagez le futur s'élargit, que vous déconstruisez des a priori. Là, l'exemple est très bon.
il y avait un a priori, moi je l'ai vécu toute ma vie, c'est qu'il n'y aurait plus de guerre en Europe. C'était tout de même un a priori gigantesque. C'était... bon, alors, heureusement, entre guillemets, les militaires, par définition, eux, ont l'a priori qu'ils vont rentrer en guerre, donc ils inventent des scénarios, mais la société civile avait supprimé l'idée de la guerre. Donc, et vous avez plein de choses comme ça qui fait que, effectivement, les entreprises, finalement, se ressemblent assez et n'arrivent pas à créer de la valeur, et surtout sont en danger d'avoir quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout prévu qui arrive, ou une opportunité qu'ils ne vont pas prendre parce qu'ils sont convaincus que le monde de demain va ressembler à celui d'aujourd'hui. Voilà. Et ce basculement, alors ça on l'a vraiment théorisé, c'est passé d'une stratégie réactive, la position théorique de la plupart des gens dans les écoles de commerce, c'est on réagit vite, on est agile. Mais ça ne vous permet pas d'être proactif. Et la proactivité, c'est ce qui vous permet de créer des océans bleus, c'est-à-dire des opportunités stratégiques, des grands marchés où vous n'avez pas de concurrence, parce que vous avez fait un saut dans le futur, vous avez pris une position différente de toute autre entreprise, c'est risqué, mais ça vous donne une possibilité vraiment de créer de la valeur. Et quand vous prenez les grandes réussites de ces 50 dernières années, alors c'était pas tout à fait vrai, enfin ça a toujours été vrai, mais il y a eu une période où la création de valeur était très liée à l'industrialisation. C'était le fait d'industrialiser massivement qui faisait que vous créez beaucoup de valeur. Aujourd'hui, quand vous regardez comme les marchés sont saturés, c'est la capacité à émettre vraiment une différence, à faire des ruptures, et donc à être proactif qui vous permet vraiment de libérer, de créer de la valeur massivement. Ça, ça fait des positions c'est des manières de gérer l'entreprise très très différentes. Il y a vraiment les deux écoles. Il y a plein de gens qui ont fait leur fortune sur l'amélioration incrémentale, sans jamais vraiment faire de rupture. Et puis, il y a ceux qui, comme Apple, ont fait constamment des ruptures, plus trop maintenant, mais toute l'histoire d'Apple, c'est vraiment des inventions de rupture. D'autres questions? Peut-être donner le micro. Oui, bonjour, merci d'être là aujourd'hui et d'accorder votre temps. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu le phénomène un peu des Simpsons, qui ont réussi à prévoir des choses, et c'est vraiment des fois très précises, et il y en a beaucoup, pour dire ça, pour expliquer ça, qui disent que c'est juste un nombre énorme d'épisodes sur plein de choses, et c'est normal qu'il y ait des coïncidences. Du coup, ma question c'est, est-ce que le meilleur moyen de faire de la prospective, ce serait pas de dire tout et n'importe quoi sur plein de sujets, et au bout d'un moment dire, bon bah voilà, je l'avais dit, ou est-ce que c'est plus méthodologique que ça? Est-ce qu'il y a plus de... Est-ce qu'il faut être plus rigoureux quand même? Et essayer de sortir un scénario plus plausible que les autres. Oui, alors l'exemple est intéressant. Alors, à mon avis, dans l'infinité des possibles, ils ont fait relativement peu d'épisodes en pourcentage. Et alors justement, en entreprise, on n'a pas trop ce problème-là, parce que une entreprise, elle peut éventuellement supporter 4, 5, 6 scénarios, mais plus de 20, ça, c'est pas possible. Donc, de toute façon, vous êtes obligé, pour que ce soit utile, à faire un petit peu de réductionnisme quand même, parce que sinon vous paralysez, il y a trop d'options. Et s'il y a trop d'options, bah, on reste là devant les options. Donc, le phénomène Simpson, en entreprise, vous pouvez pas l'avoir. Et en plus, je pense qu'ils sont beaucoup plus prospectivistes que cette théorie ne le suggère. Donc voilà, donc on est obligé de faire des choix. Et c'est une des manières d'ailleurs d'évaluer la prospective. J'en discutais avec l'ancien prospectiviste de Shell. Alors Shell, c'est vraiment l'entreprise qui est vraiment
à la pointe de la prospective d'entreprise. Il y a l'équipe prospective de Michelin, c'est 4 personnes. Bon, Shell, c'est bien sûr beaucoup plus gros que Michelin, mais eux, ils ont 3 directeurs de la prospective, et ils sont plutôt 20, quoi. Bon, bref, tout ça, et ils ont fait des scénarios des années 60. Donc du coup, ils ont eu beaucoup de recul. Parce qu'une des difficultés de ce métier, c'est que vous n'avez pas de recul. Et donc c'est très difficile pour un manager de prospective, parce que moi j'ai été prospectiviste, mais j'étais surtout manager de prospectiviste. Et c'est très difficile pour un manager de prospectiviste de savoir si son équipe elle fait du bon boulot. Et elle a le retour des équipes, des équipes internes, c'était bien et tout, mais si elle a dit effectivement n'importe quoi, on peut difficilement le savoir. Ça, c'est une des grandes difficultés du métier. Et alors justement, une des manières d'évaluer ça, et qu'utilise Shell, c'est est-ce qu'au moins, quand on s'est autorisé 5 ou 6 ou 7 scénarios, est-ce qu'au moins celui qui est arrivé était à peu près prévu? Parce que dans le cas contraire, c'est quand même un gros échec. Parce que vous autorisez 6 ou 7 options, et il n'y en a aucune qui est bonne, là c'est quand même... Bon, ça arrive souvent, par exemple, ils le disent avec beaucoup d'humilité, par exemple, Shell est passé à côté des gaz de schiste. Pour eux, ils avaient aucun scénario, il y avait le gaz de schiste. Le truc qui a quand même un peu révolutionné leur industrie. Donc là, ils ont un peu changé plein de choses dans leur perspective, parce que c'est un énorme échec. Ils avaient mis plein de trucs, et pas ça. Voilà. Donc, c'est pas sympa pour moi, parce que je cite leur échec, ils ont énormément de réussite aussi, notamment les énergies renouvelables, ils sont très en avance sur d'autres, mais là, pour le coup, ils ont loupé ça. Et donc là, voilà, c'est une des manières nous, par exemple, sur le Covid, on avait prévu le Covid. Non, on avait lu, c'était notre métier, le rapport de l'OMS qui disait depuis 15 ans, et qui le dit toujours d'ailleurs, qu'on était exposé à des grandes pandémies, bien plus graves d'ailleurs que au sens médical du terme, que l'a été le Covid. Et on avait prévu donc, le Covid, puisqu'on avait lu l'OMS, on avait prévu le vaccin rapide. On l'avait prévu, on avait dit, attention, tout le monde dit que ça va, qu'on va être confiné pendant 3-4 ans, parce qu'à l'époque, hein, c'était ça qu'on disait, hein, confiné pendant 3-4 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc du coup, il y avait des tas de théories sur le monde d'après qui ressembleraient à rien du monde d'avant, parce que ça durait 3-4 ans. Et donc, mais apparaissait un scénario du vaccin rapide, du vaccin historiquement rapide. Qui lui réduisait la crise à 6 mois, 1 an, et là, il devenait très probable que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, ce qui est quand même à peu près le cas, à 2 ou 3 détails près, comme le télétravail. Et donc ça, on l'avait prévu. Par contre, et ça fait partie de mes échecs, et on a beaucoup travaillé avec l'équipe pour savoir comment on avait fait cette connerie-là, et comment on pouvait éviter de l'en faire, on n'avait pas prévu le confinement. Et ça... c'est vraiment nul, parce qu'il suffisait de lire des livres d'histoire, et voilà. Pourquoi on n'avait pas prévu le confinement? Parce qu'on n'était pas médecin, on était la prospective de Michelin, et donc on avait fait les choses un peu vite. C'était quand même un peu loin dans le radar, quoi. Donc Michelin fait une prospective générale, évidemment sur tous les sujets de mobilité, on y mettait beaucoup plus d'énergie. Là, sur ça, hop, on lisait le truc de l'OMS, oui, il y a une pandémie. L'OMS dit une pandémie, c'est, je ne sais plus exactement, mais ça doit être du style... 20 millions de morts, 5% de PIB. Donc en gros, les gens allaient au boulot, se faire infecter, mouraient, continuaient à aller au boulot. C'était totalement absurde comme scénario. Mais c'était le scénario de l'OMS. Et la réalité a été très différente. L'humanité, elle a fait ce qu'elle a fait dans toutes les pandémies, c'est-à-dire qu'elle s'est protégée. Et le boulot, on verra après. Et donc, on s'est confiné. Comme on l'a fait à toutes les épidémies de peste, et on a réappris que des épidémies de peste, il n'y en avait pas comme une, comme dans les grands livres d'histoire, il y en avait juste une tous les 10 ans. Et à chaque fois, la peste de Marseille, à chaque fois on se confinait. Bref, tout ça pour vous dire, voilà comment on analyse, quand on a quelque part la chance d'avoir une accélération de l'histoire, il y en a de plus en plus, vous pouvez à ce moment-là, vous avez le devoir d'analyser qu'est-ce que vous aviez fait de bon et de moins bon. Et le moins bon, parce que c'est comme ça qu'on progresse dans les entreprises, hein, c'est en analysant ces échecs, hein, qui sont toujours une source de progrès, finalement, pourquoi on est passé à côté, voilà. Et là, en gros, c'est qu'on n'a pas réfléchi plus de 5 minutes. Mais qu'en général, pour faire la prospective, il faut réfléchir plus de 5 minutes. Oui, par rapport à cette question-là, en tout cas, ce que vous dites est très,
important dans la mesure où très souvent, pour commencer un travail de prospective, c'est vraiment important de faire de la créativité et d'imaginer tous les possibles de manière le plus libre possible. Et dans ce sens-là, ça rejoint tout à fait ce que vous dites. Et d'autant plus que, à cause des billets, c'est souvent dans la phase où on envisage les choses les plus folles qu'on envisage des choses qu'on va oublier par la suite. Donc effectivement, le fait d'ouvrir sur des idées très très diverses, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, entre le moment où on a inventé la prospective dans les années 50-60, où on croyait qu'avec des super ordinateurs, on arriverait à reproduire le monde. C'était la tentative du MIT avec les courbes qu'ils ont produites sur le futur de la planète, qui d'ailleurs sont réutilisées maintenant, et ne sont pas si loin que ça. Il y avait l'idée qu'on allait pouvoir faire des modèles qui allaient être pratiquement 100% prédictifs. Et moi, durant ma carrière, j'ai pas arrêté de voir qu'on passait de la certitude scientifique à l'incertitude créative. C'est-à-dire que de plus en plus, l'approche prospective s'est nourrie de la créativité. Et par exemple, j'ai travaillé 10 ans à la Défense sur les questions prospectives, et finalement, à l'époque, nos équipes étaient très sérieuses, et maintenant ils ont développé la Red Team, qui invite des romanciers à raconter des scénarios fous pour justement élargir les possibilités. Alors, il y a un autre exemple de ce que vous dites qui est très intéressant. Bon, j'ai beaucoup été en Californie, parce que la Californie est un endroit très intéressant pour comprendre le futur. Et une des réussites de la Californie, c'est que, et d'ailleurs c'est ce que Elon Musk, dans ses vidéos, on parle, et Steve Jobs faisait beaucoup ça, c'est-à-dire le fait, alors ça on rentre dans la vieille Europe, nous on a beaucoup de mal à faire ça. C'est vraiment de faire des tas de choses un peu folles, et puis après de voir qu'est-ce qui marche, et puis à ce moment-là on s'engoutte dans ce qui marche, en sachant que de toute façon on va faire 90% d'échecs, et que ça n'a pas d'importance. Et d'une certaine manière, ça explique aussi ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Parce que je pense qu'en Europe, ça serait vraiment difficile d'accepter ce qui se passe aux États-Unis, ce qui, d'une certaine manière, nous protège. Juste, je vais reprendre la parole 2 minutes pour poser une petite question. Donc, en tant que prospectiviste, quelle analyse vous pouvez faire justement du futur 2025, donc de l'avenir? On parle souvent de sujets largement abordés, on a parlé du Covid, on parle de l'intelligence artificielle, etc., ou même du changement climatique, mais on parle moins de sujets tels que les civilisations avec les religions, par exemple, les ressources naturelles. Finalement, vous deux, avec votre œil d'expert, quelle analyse vous pouvez en tirer de tout ça? Alors justement ça, et puis je te passerai la parole néanmoins, prépare-toi. Mais c'est vrai que, si vous voulez, c'était une chose que je voulais aborder qui est très spécifique à moi en tant que prospectiviste. C'est qu'ayant travaillé, ayant commencé comme prospective au ministère de la Recherche, j'avais la chance d'abord de pouvoir réfléchir à très long terme, puisque l'objectif, la demande du président, c'était de travailler sur 100 ans. On était à la fin des années 80 et il fallait inventer le siècle futur, il fallait modéliser à quoi pourrait ressembler le siècle futur. Inutile de vous dire que c'était, d'ailleurs c'est le plus grand travail de prospective jamais effectué dans l'histoire de la planète. Il y avait 700 chercheurs venus du monde entier. Et même les États-Unis n'ont pas fait, se sont jamais lancés dans des choses à réfléchir à un siècle. C'est extrêmement difficile parce que tout bougeant, c'est très difficile de faire ce genre de projection. Le livre existe encore et c'est super intéressant de le lire maintenant,
30 ans après, de voir qu'est-ce qui a été bien prédit, pas bien prédit. Et moi, comme j'étais un des plus jeunes à l'époque dans ce groupe de 700 chercheurs, et j'étais un peu là aussi, il m'avait invité en tant que philosophe et jeune artiste pour venir disrupter un peu, pour déranger. Et tous les gens avaient facilement 50 ans plus que moi dans la salle. Et, si vous voulez, ma manière d'aborder les choses a été très particulière. Mais comme justement j'étais le jeune, ma fonction c'était de disrupter le truc, je m'y suis tenu. Et l'idée que j'ai défendue, après avoir fait un retour sur le passé, parce que au fond la question c'est de savoir si on était arrivé à un moment de l'histoire très particulière où les choses allaient énormément changer. Et moi j'avais un peu cette intuition-là, mais je n'avais pas des éléments pour le prouver. Et donc ma première réaction, j'ai travaillé pendant 5 ans là-dessus, c'était de regarder dans l'histoire passée qu'est-ce qui avait été des grandes ruptures. Et en travaillant, en croisant plein d'informations, et maintenant c'est beaucoup plus généralisé, je me suis rendu compte que profondément, au fond, l'humanité, la civilisation, quelle que soit la nature des civilisations dans leur diversité, parce qu'il y a une multitude de civilisations, mais il y a eu tout de même 3 grands moments qui sont liés au changement de la nature même du travail. C'était lié au travail. C'est chasse-cueillette, pendant 1 million d'années, grosso modo, le travail, c'est la chasse-cueillette. Ensuite, 10 000 ans, développement de l'agriculture et de l'élevage. Et toute la société se construit autour de l'agriculture et de l'élevage. Et ça crée d'ailleurs un tel schisme, une telle rupture avec les nomades, que pendant des milliers d'années, la guerre, c'est entre les barbares, c'est-à-dire les nomades, et les agriculteurs. Et il y a quand même une rupture extraordinaire que maintenant on documente de plus en plus, qui est la rupture de l'invention industrielle, enfin du décollage industriel. Et effectivement, on voit, en 1900 précisément, il y a plus de travail dans l'industrie que dans l'agriculture. L'agriculture ayant été occupée, l'humanité, pendant des milliers d'années, à 90%. Donc si vous voulez, le monde dans lequel on est, notre monde actuel, l'ère industrielle, elle est très très particulière, elle date d'1 siècle, c'est très très récent. C'est très, dans l'histoire de l'évolution des espèces et l'évolution de la planète, en fait, on est en train de vivre quelque chose de complètement unique et particulier. Et moi, ma thèse, c'est de me dire, puisqu'il y a eu ça dans le passé, est-ce qu'on ne serait pas à la veille d'une nouvelle rupture? Et donc, j'ai théorisé, dans mon premier livre, qui est devenu un best-seller quasiment immédiatement dès qu'il est sorti, le fait que les technologies de l'information allaient, et notamment les ordinateurs qui étaient à l'époque très rares et n'existaient pas en portable, c'était des gros ordinateurs, mais je me suis dit, est-ce que l'ordinateur ne va pas créer une révolution, un peu comme la révolution industrielle, qui change tout? Et alors c'est très intéressant parce qu'il y a 2 livres. Il y a le livre que j'ai écrit moi en tant que jeune décalé, où je théorise un changement de civilisation, basé sur l'importance que va prendre l'informatique. Et il y a l'autre livre que vous lirez aussi, vous pouvez comparer les deux, des 700 chercheurs venus du monde entier, qui racontent le siècle futur en passant à côté de l'informatique. Et si vous voulez, ça explique aussi le fait que j'ai été à ce moment-là nommé directeur de la prospective du plus grand cabinet de conseil européen. C'est parce que, en fait, j'avais créé une disruption dans la prospective elle-même. Et j'ai été énormément attaqué. Alors c'est là où on voit aussi comment, dès que vous créez des idées nouvelles, vous pouvez déranger, mais en même temps, ça crée des opportunités pour vous extraordinaires. Donc moi, ma conviction, et c'est pour ça que j'ai écrit une vingtaine de livres, et ça je suis très particulièrement marqué par cela, c'est que je suis convaincu que le croisement de l'informatique et notamment de l'intelligence artificielle, mais pas que, en fait, c'est le quantique et tout ça, le fait tout simplement que la puissance informatique tous les 18 mois double,
que jamais l'humanité n'a été confrontée à une technologie de ce type, que cette technologie n'a rien à voir avec l'ère industrielle, et que cette technologie crée en elle-même un changement structurel de l'économie. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où on a l'informatique, on a de plus en plus de biens digitaux, et les biens digitaux, contrairement aux biens classiques, une table, tout ça, qui sont faits d'atomes, les biens digitaux, ils sont faits de bits informatiques. Et la grande différence, c'est que cette table, si vous ne pouvez pas la reproduire à des millions d'exemplaires sans consommer beaucoup de matière et d'énergie. La disquette de Microsoft, vous pouvez la multiplier à des millions d'exemplaires à coût nul. Alors que c'est une richesse considérable. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est de facto en train de rentrer dans un changement total de la civilisation. Ce que je remarque, alors ça c'est assez humoristique, puisque comme je me suis battu au ministère de la Recherche pour défendre ces idées, qu'aujourd'hui c'est manifeste, et ce que je vois, à mon gros étonnement, c'est que les 8 milliards d'êtres humains de cette planète, dans leur grande majorité, je dirais à 99%, ne veulent absolument pas voir qu'on est en train de changer de civilisation. Ils veulent à tout prix revenir en arrière. Et c'est assez fascinant. Ce qui explique aussi que, si vous voulez, on est dans un moment politique très étrange, parce que un homme politique qui dirait ce que Jacques Delors, parce que j'ai travaillé aussi comme conseiller de prospective pour l'Europe avec Jacques Delors, et Jacques Delors, qui était convaincu de ce changement de civilisation, a proposé à l'Europe de se positionner comme étant le continent qui allait changer de civilisation, qui allait inventer ça. Donc, si vous voulez, c'est dire à quel point il y a eu des débats là-dessus. Mais les chefs d'État de l'Europe ont dit non, et donc Jacques Delors a dit bon, ben, on remise cette vision. Et en ce moment, ce que j'observe planétairement, ce qui est assez classique d'ailleurs en psychologie, c'est-à-dire que très souvent les jeunes adultes ou les adolescents se remettent à faire des bêtises qu'ils faisaient quand ils étaient tout petits, parce qu'ils sont dans un moment de saut où ils ont peur. Et l'humanité tout entière, pour moi, est dans un moment réactionnaire incroyable. Une sorte de tentative de revenir en arrière. Et ça va peut-être ça va sans doute catalyser l'inverse. Ça va sans doute catalyser l'inverse. Et c'est vrai que là encore, ce qui s'est passé juste avant la dernière guerre mondiale ressemblait aussi beaucoup à ça. C'est un monde traditionnel, la France était encore très agraire, et la dernière guerre l'a précipité dans l'ère industrielle. Et là, on est en train de rentrer dans un mouvement de conflit planétaire qui est beaucoup lié aussi à l'incapacité de l'humanité d'accompagner ce qui est en train de se passer. Alors je vais vous donner un exemple typique. Scientifiquement, aujourd'hui, le réchauffement climatique, que je suis depuis 40 ans en détail, le fait de ne rien faire remet en cause la possibilité même de survie de l'espèce humaine. Il y a 10 à 20% de chances pour qu'à la fin du siècle, l'espèce humaine ait disparu. Quand vous regardez dans les journaux, il y a une large place donnée au GIEC, ou alors à des gens qui dénient le GIEC, qui sont en général financés par des gens qui ont intérêt à ce qu'on nie que le pétrole et la pollution. Tout ça étant documenté scientifiquement. Mais il faut savoir que moi, mon observation de prospectiviste, c'est que les pronostics du GIEC, et c'est naturel, sont une moyenne. Et en fait, la situation dégénère beaucoup plus vite que ne prévoyait le GIEC. C'est ça la réalité. Et donc, si vous voulez, en tant qu'analyste, c'est fascinant de voir, parce que tout le discours de Poutine est très bien construit historiquement, très cohérent par rapport
à une logique de puissance que l'Europe avait abandonnée, mais qui est tout de même la base du combat permanent des États-nations entre eux. Enfin, son discours est très construit. Ceci dit, à quoi ça sert d'envahir un autre pays? Moi je le pose radicalement, c'est qu'un peu comme quand vous jouez au casino, les jeux sont faits. À quoi ça sert de se lancer dans des conquêtes territoriales si demain l'humanité n'existe plus? Et j'aimerais bien faire le bilan carbone de la guerre de l'Ukraine. Enfin, on demande à tout le monde mais en fait, vous imaginez le bilan carbone d'une guerre? Et effectivement, là, on a beaucoup travaillé sur les grands scénarios du futur avec la Société française de prospective, etc. Bon, vous voulez, effectivement, bon, il y a le scénario évident du réchauffement planétaire qui est déjà très dur. Alors, si vous mettez une troisième guerre mondiale par le dessus, là, on va vers un monde très, 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 très compliqué. Alors juste, bon, donc je ne sais pas combien d'heures je vais vous répondre à la question, mais quelques compléments, enfin, autre angle de vue. Alors, donc effectivement, et j'étais quelque part un peu venu vous dire ça, chaque fois que je rencontre des gens de votre génération, vous allez devoir piloter une sortie d'addiction. Alors, on arrive par des chemins différents à peu près à la même conclusion, c'est qu'effectivement, on est, ça devient presque un cliché, mais à un moment de transformation civilisationnelle. Et c'est vous qui allez devoir le gérer. Et comme je dis souvent à mes enfants, qui ont votre âge en gros, je ne suis pas tellement inquiet pour vos enfants, mes petits-enfants. Par contre, vous allez, je ne sais pas comment le dire, pas vulgairement, mais ça va secouer un petit peu. Voilà. Donc votre génération, elle est totalement décisive. Il ne faut pas mettre du pathos exagéré là-dedans, mais si vous voulez, là, pourquoi? Parce que l'ère industrielle dont vient de parler Michel, elle a toutes les caractéristiques d'une addiction. Elle a apporté un bénéfice matériel, social extraordinaire. Jamais l'humain n'a été aussi riche, n'a été aussi bien portant, n'a vécu aussi longtemps, n'a été aussi en paix. Ça peut paraître bizarre de parler de ça aujourd'hui, mais relativement à l'humanité, il y a relativement peu de guerres. En tout cas, beaucoup moins qu'il n'y en a jamais eu. On est à un niveau de confort matériel et même spirituel qui est inédit et auquel on s'habitue très facilement. Vous-même, en moyenne, votre empreinte matière et carbone, elle est très supérieure à la mienne au même âge, qui elle-même était très supérieure à celle de mes parents au même âge. Et tout l'enjeu, c'est que vos propres enfants, ça soit l'inverse, ce qui est pas une paille, si je puis dire. Parce que, donc on est comme dans une addiction, on est comme quelqu'un qui adore son addiction, et on lui explique que ben non, il va falloir arrêter, il va falloir changer, il va falloir inventer une autre source de plaisir. Ça, c'est très très compliqué. Mais aujourd'hui, les leaders du monde d'aujourd'hui, ben voilà, s'ils font des choses aussi absurdes que Poutine, c'est parce que, contrairement à vous, ils sont proches de la fin. Eux, ils ont un horizon de raisonnement qui n'est pas celui de la survie de l'humanité, qui est son ego pour les 5 ans qui viennent. Donc vous allez devoir piloter une sortie d'addiction. On a inventé collectivement une civilisation qui est hyper performante sur plein de critères, mais qui surconsomme la planète. Alors, il y a des débats infinis, parce que c'est une science très nouvelle, sur à quel point on la surconsomme et combien de temps ça peut durer, mais on est quand même à peu près d'accord, la communauté scientifique en tout cas, pour dire qu'on la surconsomme, c'est le concept que vous connaissez très bien certainement, des limites planétaires, etc. Et ça c'est véritablement la première fois que ça arrive. Tout notre système économique aujourd'hui, il part d'une... Enfin, il a un certain nombre d'hypothèses. Donc une des hypothèses, c'est le théorème de Jean-Baptiste Say, c'est la nature est infinie, donc ne lui donnons pas de prix dans un système qui par ailleurs sera régulé par les prix. Donc aujourd'hui,
La nature, elle est à peu près gratuite. Ça dépend des éléments de la nature. Mais elle est à peu près gratuite, ou en tout cas très peu chère, donc on la surconsomme. Et on a bâti toute une civilisation sur ça. Et il faut en changer alors qu'elle nous donne à court terme un plaisir extraordinaire. Donc il faut inventer, c'est l'ambition qu'on donne à Bovino par exemple, il faut inventer une civilisation du durable qui soit désirable aussi, mais autrement désirable. Alors peut-être qu'on va avoir des gros coups de bol technologiques, enfin ce ne sont pas des coups de bol d'ailleurs, il y a des tas de gens qui y travaillent, donc c'est ce qu'a évoqué Michel, très certainement que l'intelligence artificielle, etc., très probablement va énormément nous aider à résoudre ce problème, parce qu'on est quand même beaucoup plus confronté à un problème de manque d'intelligence que d'excès d'intelligence. Alors certes, il peut y avoir dans l'excès d'intelligence des machines, il peut y avoir des risques, mais fondamentalement, l'humanité bute plus quand même sur un manque d'intelligence. Donc, par exemple, nous prenons tous les jours des tas de décisions sans savoir leur impact écologique. On scie notre propre manche sans même s'en rendre compte. On ne sait pas si c'est mieux de regarder son portable, si c'est mieux de consulter ChatGPT pour savoir ce qu'il faut faire, ou bien si l'empreinte écologique de ChatGPT elle va être supérieure aux bénéfices écologiques de la décision qu'il va nous conseiller de faire. C'est extrêmement compliqué. Peut-être que l'IA va nous aider à faire tout ça. Il faut le souhaiter en tout cas. Mais donc on est sur une rupture, et la génération qui a la charge de cette rupture, c'est la vôtre.